Mesdames, Messieurs, bonsoir. Télé Sahel vous propose ce soir un entretien exclusif que le président de la République a bien voulu nous accorder à notre demande à l'occasion de l'an 1 de son second quinquennat. Monsieur le Président, bonsoir. Et bonsoir. Merci au nom de l'ensemble de nos téléspectateurs et de la Direction générale de l'ORTN de nous recevoir pour échanger sur des sujets d'intérêt général sur l'état de la nation. Monsieur le Président, voilà un an que les Nigériens, dans leur écrasante majorité, je rappelle le score de 92,49%, vous ont réitéré donc leur confiance pour conduire leur destinée pour les 5 prochaines années. Et ce, au vu des réalisations de l'acte 1 du programme de la Renaissance que vous avez mis en œuvre au cours de votre premier mandat. Alors, Monsieur le Président, en quoi l'acte 2 se distingue-t-il de l'acte 1? Bien, je voudrais commencer par vous remercier. Pour répondre à votre question, je dirais que le programme de Renaissance Acte 1 était bâti sur 8 axes qui sont les suivants. La sécurité comme premier axe, la stabilisation des institutions démocratiques et républicaines comme deuxième axe. Ensuite, nous avons les infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires, de communication, infrastructures urbaines également. Nous avons aussi l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations, ainsi que la création d'emplois pour les jeunes. Voilà les 8 axes du programme de Renaissance du quinquennat précédent. Et ce programme était évalué au départ, il correspondait à une enveloppe de 6 200 milliards de francs CFA. Il a été exécuté à hauteur de 5 800 milliards de francs CFA. Ça fait à peu près un taux d'exécution de 93%, ce qui montre bien le sérieux qu'on a mis dans l'évaluation de ce programme. Maintenant, en ce qui concerne le programme de Renaissance, c'est ça le sens de votre question, acte 2, il reprend toutes les priorités que je viens de rappeler du programme de Renaissance 1, et en plus, il a ajouté la question relative à la renaissance culturelle. Ce programme a une enveloppe qu'on a évaluée à 8 200 milliards et Inch'Allah, nous avons l'intention de mobiliser les ressources internes et externes à cette hauteur. Oui, Monsieur le Président, au bout d'une année de mise en œuvre, l'on ne peut certes pas tirer de bilan, mais comment appréciez-vous déjà cette première année de l'acte 2? Oui, je pense que nous avons continué, comme je l'ai dit, la mise en œuvre du programme de Renaissance sur les différentes priorités. Mais pendant cette première année, nous avons malheureusement connu des chocs. Nous avons connu un certain nombre de défis. Je citerai 4 chocs. Le choc d'abord sécuritaire qui se maintient, le choc climatique, le choc de la réduction des coûts des prix des matières premières que nous produisons et le choc aussi de la récession au Nigeria. Mais en dépit de ces chocs, nous avons réalisé en 2016 un taux de croissance de notre économie de 4,6%. Et nous avons consolidé les acquis de la période 2011-2015 pendant cette première année. Oui, Monsieur le Président, l'épine dorsale du programme de Renaissance, acte 2, est la renaissance culturelle. Beaucoup de nos compatriotes ne semblent pas percevoir ce que recouvre ce concept de renaissance culturelle. Concrètement, que faut-il comprendre par ce concept? Alors, nous avons une ambition au niveau du gouvernement, c'est de réaliser ce que nous appelons 3 modernisations. La modernisation sociale, la modernisation politique et la modernisation économique. L'objectif de la renaissance culturelle est de servir ces 3 modernisations. Il s'agit pour nous d'identifier quelles sont les valeurs qui peuvent aider à la réalisation de cette modernisation. Il s'agit aussi d'identifier quelles sont les contre-valeurs qui constituent des obstacles à la réalisation
de ces trois modernisations. Je peux vous prendre des exemples. Par exemple, nous considérons que la solidarité est une valeur, alors que l'égoïsme est une contre-valeur. Nous considérons que l'unité nationale est une valeur, alors que l'ethnocentrisme, le régionalisme, le communautarisme sont des contre-valeurs. Nous considérons que l'intégrité est une valeur, alors que la vénalité est une contre-valeur. Donc notre objectif est de faire le tri au niveau des valeurs internes et externes également, qui peuvent nous servir pour ces trois modernisations, et faire l'inventaire également des contre-valeurs qu'il faut combattre afin de lever les obstacles pour pouvoir avancer sur la voie de la modernisation. Mais pour mieux comprendre, il faut que les gens sachent ce que nous entendons par modernisation sociale, par modernisation politique et par modernisation économique. Par modernisation sociale, nous entendons le renforcement de l'unité nationale, la détribalisation définitive des Nigériens et le changement de la conception du monde. Nous avons une conception du monde malheureusement qui est aujourd'hui un peu archaïque. Il nous faut une conception du monde beaucoup plus compatible avec la raison. Il faut donc créer des ruptures, ruptures dans les comportements, rupture dans les rapports sociaux, rupture au niveau des mentalités des Nigériens. Il faut aussi une certaine évolution dans notre vision des questions démographiques, par exemple. Donc c'est cela que nous donnons comme contenu à la modernisation sociale. Quant à la modernisation politique, elle vise l'établissement d'un État démocratique et républicain fort, solide. Et les valeurs culturelles peuvent y contribuer. Par exemple, une des conditions pour que l'État démocratique soit fort et solide, c'est que l'État puisse avoir beaucoup de ressources. Cela suppose que le civisme fiscal est très développé dans le pays. Donc, la renaissance culturelle peut contribuer, et là également, au civisme fiscal. En ce qui concerne la modernisation de l'économie, l'objectif est de mettre en place une économie compétitive, avec un secteur primaire moderne, avec une consolidation du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Là également, les valeurs culturelles peuvent nous servir. Par exemple, le développement d'un esprit d'entrepreneuriat, le développement de l'épargne, le développement du goût du risque, l'ardeur au travail. Tout ça, c'est des valeurs qui peuvent servir la modernisation de l'économie. Donc, pour me résumer, la renaissance culturelle, ce n'est pas le folklore. La renaissance culturelle, c'est puiser dans les valeurs internes comme externes qui peuvent servir les trois modernisations, identifier les contre-valeurs qui peuvent freiner cette modernisation. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons besoin d'un certain nombre de vecteurs qui puissent permettre de diffuser les valeurs au sein de notre société ou de lutter contre les contre-valeurs. Et ces vecteurs sont la famille. Il faut passer par la famille, il faut passer par l'école, par l'éducation, il faut passer par aussi les lieux de culte, les mosquées, les églises, etc., pour sensibiliser les Nigériens. Il faut également passer par les médias, il faut passer par le chant, le théâtre, le cinéma, etc. Oui, Monsieur le Président, l'un des points forts de cette renaissance semble être la lutte contre la corruption. En tout cas, c'est inscrit en bonne place dans ce programme. Mais les Nigériens, dans leur majorité, ont l'impression que ce combat contre la corruption reste encore timide. Alors, Monsieur le Président, qu'en est-il? Êtes-vous confronté à des obstacles? Écoutez, nous avons fait beaucoup de progrès depuis 6 ans dans le domaine de lutte contre la corruption. Rappelez-vous, en 2010, le Niger était classé 134e. Aujourd'hui, nous sommes classés 102e. Des efforts ont donc été faits, mais cela n'est pas suffisant. Et notre ambition, c'est que d'ici 2021, nous soyons parmi les 50 premiers dans le classement de Transparency International. Et pour y arriver, le gouvernement va renforcer la lutte contre la corruption, surtout que le gouvernement est très fortement soutenu par une majorité parlementaire. Nous avons une
majorité parlementaire forte et favorable à la promotion de la bonne gouvernance, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où on était bloqué au sein même de notre majorité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et en plus, la renaissance culturelle qu'on vient d'évoquer nous servira d'instrument pour pouvoir continuer à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance économique. Je profite de votre question d'ailleurs pour saluer les résultats obtenus par la ALSIA qui a réalisé un travail remarquable. Je peux donner par exemple le cas des investigations menées par la ALSIA dans le secteur de l'éducation par rapport aux contractuels. La ALSIA a eu à identifier près de 2000 contractuels fictifs qui coûtaient au Trésor public plus de 3 milliards de francs CFA chaque année. Oui. Monsieur le Président, l'une de vos préoccupations est aussi la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Qu'est-ce qui a été engagé dans ce sens et réussi comme réforme? Nous avons dans ce sens également réalisé beaucoup de réformes. Et je peux citer le fait qu'il y a une parfaite séparation des pouvoirs dans le pays, que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire. Nous avons beaucoup progressé également dans le renforcement de la justice. Vous savez qu'on dit souvent que la justice est le fondement d'un État puissant. Nous avons beaucoup progressé dans le domaine de la bonne gouvernance politique et économique. Si je prends l'exemple de la bonne gouvernance politique, tout le monde sait que le Niger est un pays où la liberté de la presse est totale. Nous avons beaucoup fait pour les médias. Rappelez-vous, j'ai signé la fameuse déclaration de la montagne de la table. J'ai augmenté le fonds d'aide à la presse. Il nous reste par exemple pour la presse à encourager les différents partenaires à signer la convention collective de la presse, etc. Sur le plan politique toujours, vous voyez ce qu'on a fait pour le statut de l'opposition. Le chef de l'opposition a rang de chef d'institution. Nous avons également beaucoup fait de subventions en faveur des partis politiques de manière générale pour qu'ils puissent assumer leur rôle de formation de leurs militants. Toujours dans le domaine du renforcement des institutions démocratiques, il faut noter que nous avons renforcé la capacité de l'État à lever l'impôt. Parce que les institutions démocratiques ne peuvent pas être fortes si l'État n'a pas de ressources. Et dans ce domaine, nous avons fait passer le taux de pression fiscale de 13% en 2010 à 17% en 2015. Cela est remarquable. En plus, nous avons aussi, peut-être que vous poserez la question plus tard en ce qui concerne la sécurité, renforcer les forces de défense et de sécurité. Ça fait partie des mesures prises pour renforcer l'État. Parce que je considère que les forces de défense et de sécurité constituent la colonne vertébrale de l'État. Nous avons beaucoup donc renforcé ces forces-là afin de créer les conditions de la restauration du monopole de la violence sur l'ensemble du territoire national. Justement, Monsieur le Président, puisque vous évoquez les forces de défense et de sécurité, nous savons que d'importants et nombreux moyens sont déployés pour garantir la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Alors, même si de façon sporadique, nous sommes victimes d'agressions terroristes, comment expliquer justement cet état de fait? Parallèlement aux moyens considérables qui sont déployés, le Niger reste encore fragile. C'est vrai, vous avez raison, et vous savez que la sécurité est un des 8 axes du programme de Renaissance. Nous avons investi beaucoup de ressources dans la sécurité ces dernières années. En moyenne, ce sont 10% des ressources budgétaires que nous avons investies dans la sécurité pour équiper nos forces de défense et de sécurité, pour accroître les effectifs, pour former les hommes, pour créer les conditions également du renforcement du moral des troupes. Et ici, je peux rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui ont pu, en dépit de ce que vous dites, des attaques sporadiques que nous subissons, en particulier à partir du territoire malien, nos forces ont pu assurer la sécurité de nos frontières et la sécurité des personnes et des biens. Les menaces sont très graves.
les menaces des organisations criminelles, les menaces terroristes. Et en dépit de ces menaces, donc, on peut considérer globalement que le pays est en paix et en sécurité. Et nous allons poursuivre les efforts de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il faut retenir que les forces de défense et de sécurité du Niger sont les troisièmes de la CEDEAO. Après l'armée du Nigeria, après le Ghana, le Niger a la troisième armée de la CEDEAO. Monsieur le Président, à la lutte contre le terrorisme que vous menez depuis 3 ou 4 ans, vient s'ajouter aujourd'hui le phénomène de migration irrégulière, un trafic qui utilise parfois le même réseau que ceux qui fournissent les terroristes en armes. Quelle réponse apportez-vous à toutes ces menaces, Monsieur le Président? C'est vrai que la migration irrégulière est une préoccupation pour nous. Nous avons un programme de lutte contre la migration irrégulière. Ce programme a 2 composantes, une composante sécurité et une composante développement économique et social. La composante sécurité vise à renforcer nos capacités de défense et de sécurité pour protéger les migrants et lutter contre les trafiquants des migrants. Et la composante développement économique et social a pour objectif de créer des activités de substitution afin de décourager les gens qui sont tentés à migrer, mais également de lutter contre ceux qui se livrent à cette activité criminelle. Nous faisons cela, le gouvernement fait cela pour 2 raisons. La première raison est morale, parce que nous trouvons insupportable que des milliers d'Africains meurent dans le désert ou en Méditerranée. Donc cette raison morale nous a amené à prendre ces mesures. Nous avons aussi une raison sécuritaire, c'est que les passeurs qui transportent les migrants vers la Libye reviennent au Niger avec des armes. Voilà les raisons qui font que le Niger a conçu, le gouvernement a conçu ce programme de lutte contre la migration irrégulière. Monsieur le Président, toujours par rapport à cette question sécuritaire, des voix se sont élevées contre la présence de forces étrangères sur notre territoire. Qu'est-ce qui justifie cette option, Monsieur le Président? Écoutez, imaginez un instant qu'il n'y ait pas eu l'intervention Serval au Mali. Aujourd'hui, Bamako ou même d'autres capitales ouest-africaines seraient sous le joug terroriste. C'est ma conviction. Et regardez également ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad. C'est 4 armées de 4 pays qui sont en train de se battre contre Boko Haram. C'est pour vous dire l'ampleur des menaces. 4 armées. Et qui n'arrivent pas toujours à bout. Et la guerre contre Boko Haram n'est toujours pas finie. Oui. Vous voyez l'ampleur de la menace. Et regardez aussi au Moyen-Orient, les Russes, les Français, les Américains, les Iraniens, les Syriens, les Turcs, les Saoudiens luttent depuis plusieurs années contre l'État islamique. Donc c'est une menace sérieuse. Il ne faut pas que les gens sous-estiment cette menace. Donc je pense que ceux qui dénoncent la présence des forces étrangères sur notre territoire, de 2 choses l'une. Soit ils sont mal informés et donc sous-estiment la gravité des menaces, soit je dirais qu'ils sont membres d'une 5e colonne. Mais je préfère penser qu'ils sont mal informés. Oui, Monsieur le Président, maintenant nous allons aborder un autre volet de cet entretien. Nous allons revenir au cadre de vie des populations. Nous savons que d'importants investissements ont été consentis, notamment dans l'amélioration de l'accès à l'eau et aux soins de santé, tant en zone rurale que dans les centres urbains. Comment pérenniser ces acquis, Monsieur le Président? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que prévoit le programme de Renaissance Acte 2. C'est vrai que dans ces 2 domaines, beaucoup a été fait pendant le premier quinquennat. Et ici, je voudrais dire combien la question de l'eau me préoccupe. Et chaque fois, je me rappelle ce mot du président Dioré Hamani qui disait que l'accès à l'eau est plus prioritaire que l'accès à l'école. Parce que quand vous allez dans les villages du Niger, la première revendication des populations, c'est l'eau. C'est pour cela que
dès le premier quinquennat, nous avons mis un accent particulier dans l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations. Cet effort se poursuit. Pendant le programme de Renaissance 2, nous avons un certain nombre d'objectifs en termes d'équivalent point d'eau. Le gouvernement va détailler les réalisations qui ont été faites dans ce domaine pendant cette première année du programme de Renaissance 2. Donc, les actions se poursuivent dans ce secteur, de la même façon que nous poursuivons les efforts dans le secteur de la santé, en termes d'amélioration de l'accès des populations aux soins, à travers la réalisation d'infrastructures, de centres de santé, d'hôpitaux, en termes de renforcement du plateau technique, en termes de renforcement en matière de ressources humaines, dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, dans le domaine de la prévention, et en particulier en ce qui concerne les vaccins et les vaccinations, et enfin dans le domaine de l'accès aux médicaments. Monsieur le Président, l'initiative 3N était l'un des axes phares de l'acte 1 du programme de la Renaissance et l'initiative est reconduite dans le nouveau programme. N'y a-t-il pas nécessité de réformer cette initiative pour qu'elle traduise véritablement dans les faits cette noble vision que vous avez eue pour notre peuple? Mais l'initiative 3N est traduite dans les faits. Rappelez-vous, notre objectif dans le programme de Renaissance 1, c'est de démontrer que sécheresse n'est pas synonyme de famine. Nous en avons fait la démonstration. Pendant 5 ans, il n'y a pas eu de famine au Niger, bien qu'il y ait eu des années de sécheresse. L'objectif pour le programme de Renaissance 2, c'est la fin zéro d'ici 2021. Et pour réaliser cet objectif, nous poursuivons toujours les mêmes actions que nous avons entamées pendant le premier quinquennat. Il s'agit pour nous d'accroître la production des cultures pluviales, d'accroître la production surtout des cultures irriguées, et également de sécuriser la production animale, de créer les conditions de la régularité des approvisionnements des marchés, de renforcer la résilience des populations et l'état nutritionnel des populations. Tous ces axes sont en train d'être travaillés par le gouvernement. Si je prends l'exemple de la maison du paysan, pour faciliter l'accès aux populations, aux intrants pour les populations. Donc le gouvernement poursuit la mise en place des maisons des paysans dans tous les chefs-lieux des communes. Le gouvernement poursuit l'objectif de la maîtrise d'eau à travers la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux. Le gouvernement poursuit également ses efforts dans le domaine de la mobilisation des ressources financières en faveur de l'agriculture. Notamment, nous avons un fonds qui est en cours de création, le fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui va permettre de renforcer l'accès donc des producteurs au financement. Monsieur le Président, le secteur de l'éducation dans notre pays est régulièrement en proie à des mouvements d'humeur. C'est à croire, Monsieur le Président, que c'est un secteur qui est abandonné. Qu'en est-il? L'éducation n'est pas abandonnée. L'éducation est un secteur prioritaire pour nous. Et beaucoup a été fait dans ce secteur, que ce soit en termes d'infrastructures, je ne vais pas donner des chiffres, ou en termes de formation de formateurs, de formation des maîtres. On a multiplié les écoles normales, on a augmenté la capacité des écoles normales pour qu'elles forment davantage d'instituteurs. On a également financé les fournitures pour les enfants afin de réaliser l'objectif de l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, en particulier et pour les jeunes filles. Donc tous ces efforts-là qui ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance 1 se poursuivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance 2. Mais en ce moment, le gouvernement est interpellé par une forte préoccupation, celle relative à la baisse de la qualité dans le secteur de l'éducation. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de procéder à l'évaluation des enseignants. C'est une action d'intérêt public et je demande à tous les acteurs de s'y associer.
Monsieur le Président, l'on assiste à une baisse assez importante des cours des matières premières, notamment le pétrole et l'uranium, ce qui affecte les capacités de l'État à mobiliser les ressources internes nécessaires à la conduite de son programme. Face à cette situation, Excellence, comment comptez-vous poursuivre votre programme? C'est vrai, vous avez raison. Nous sommes sous le choc de la baisse des cours des matières premières. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Si je prends le cas de l'uranium, les cours de l'uranium ont baissé environ de 30%. Pour le pétrole, la réduction a été à peu près de 25%. Et c'est évident, cela a une incidence sur le niveau de nos recettes fiscales. Mais nous avons maintenu nos ambitions en termes de mobilisation de ressources internes. Et même notre objectif est d'amplifier cette mobilisation pour atteindre un taux de pression fiscale de 20% d'ici 2021. Et ceci parce que nous avons prévu des réformes au niveau des régies financières. Ces réformes sont en cours de mise en œuvre et nous constatons, au moins au niveau de la DGI, des résultats probants. Oui, Monsieur le Président, parallèlement à cette baisse des cours de nos principales matières premières, une certaine société civile clame que la vie coûte trop cher au Niger. Monsieur le Président, alors comment l'État qui en a le devoir pourra-t-il protéger le consommateur? Écoutez, quand je regarde les chiffres, depuis 2011, le gouvernement a su maintenir le taux d'inflation en dessous de 3%. Le gouvernement a toujours été très attentif par rapport à l'évolution, en particulier, des prix des produits de première nécessité. C'est pour cela que là, nous sentons que la soudure démarre de manière très précoce. Il y a une flambée, effectivement, des prix de céréales qui commencent. Et donc, le gouvernement va prendre des dispositions dans les prochains jours. Et d'ailleurs, le lancement a eu lieu le 25 mars pour la vente à prix modéré des céréales et pour la distribution gratuite des céréales. Cela va certainement avoir un effet sur l'évolution des prix de ces produits qui sont nécessaires pour les populations nigériennes. Monsieur le Président, la réalisation d'infrastructures, notamment les routes, les centres commerciaux, le secteur de l'énergie, on le sait, nécessite d'importants moyens financiers. Or, comme nous l'avons évoqué plus haut, les ressources liées à nos produits d'exportation s'amenuisent. Alors, comment relever ces défis? Comment tenir ces promesses contenues dans votre programme? Ces promesses vont être tenues parce que les dispositions de réforme auxquelles j'ai fait allusion au niveau des régies financières vont nous permettre de maintenir et peut-être même d'amplifier les ressources internes. En plus, nous sommes en train de mobiliser les ressources extérieures. Donc, toutes les promesses que nous avons faites dans le domaine des infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient énergétiques ou de communication, ou même les infrastructures urbaines, les fêtes tournantes du 18 décembre, rappelez-vous, on a fait Dosso, on a fait Dosso-Soga, c'est ça, Maradi, Kolia, Agadez, Sokni, et prochainement c'est Tawa, Sokola. Toutes ces promesses que nous avons faites vont être, Inch'Allah, tenues. Et si je prends un exemple, le barrage de Kandaji, nous avons déjà procédé à l'appel d'offres pour le lancement des travaux de génie civil pour le barrage de Kandaji. Et Inch'Allah, en tout cas avant la fin de mon mandat, notre objectif est de terminer ce barrage et de mettre en eau le barrage. Dans le domaine de l'électricité, demain, 2 avril, nous allons inaugurer la centrale thermique de Gorubanda. Et nous allons poursuivre également l'effort d'électrification rurale engagé depuis le début du quinquennat. Donc rassurez-vous, toutes les promesses faites dans le domaine des infrastructures seront tenues. Monsieur le Président, l'un de vos soucis a toujours été la création d'emplois, surtout pour les jeunes. Votre prévision de 50 000 emplois par an vous paraît-elle encore réaliste au regard de l'aménagement des ressources de l'État? C'est toujours mon objectif,
Vous savez, la création d'emplois est la conséquence de la mise en œuvre de toutes les priorités du programme. Si on veut renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité, on crée des emplois. Si on réalise des routes, on crée des emplois. Si on réalise les infrastructures énergétiques, les infrastructures ferroviaires, de télécommunications, on crée des emplois. Dans le domaine de l'initiative troisième, en finançant l'initiative troisième, on crée des emplois. Dans l'éducation, dans la santé, donc nous allons poursuivre au niveau public l'effort de création d'emplois, mais il n'y a pas que l'État qui doit créer les emplois. Le secteur privé aussi doit créer les emplois. Et donc c'est pour cela que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour améliorer le climat des affaires afin de permettre aux investisseurs nationaux comme étrangers de venir investir au Niger et donc de créer des emplois. Monsieur le Président, l'autre défi qui se pose à notre pays, c'est celui du fort taux de natalité, parmi les plus élevés, sinon le plus élevé au monde. Comment le défi démographique est-il alors pris en charge, ou sera-t-il pris en charge au cours de ce second quinquennat? C'est vrai, vous avez raison, le défi démographique est très préoccupant. Nous avons un taux de croissance de 4% de notre population chaque année. Nous avons le taux de fécondité parmi les plus élevés, sinon même le plus élevé du monde. Notre population double tous les 18 ans. Donc, le gouvernement doit continuer les efforts pour créer les conditions de la transition démographique dans le pays. Et je voudrais que les populations sachent que notre religion, l'islam, ne s'oppose pas à la planification familiale. C'est le lieu d'ailleurs de saluer les prises de position récentes de l'émir de Kano sur cette question. Donc c'est un chantier sur lequel nous allons continuer à travailler. C'est un chantier par rapport auquel nous allons mobiliser l'instrument de la renaissance culturelle pour changer l'attitude des populations par rapport à la démographie, la vision de la population par rapport à la question de la planification de la naissance. Monsieur le Président, l'offensive diplomatique nigérienne est conduite tous azimuts sous votre magistère. Vous avez reçu ici à Niamey plusieurs personnalités de haut rang et avez vous-même effectué de nombreux déplacements à l'extérieur. Des visites dont l'intérêt n'est pas toujours bien perçu par certains Nigériens qui vous le reprochent et qui affirment par là que vous dilapidez leurs maigres ressources. Concrètement, Monsieur le Président, que rapportent ces voyages au Niger? Je comprends que les gens peut-être réagissent comme ça par ignorance, mais depuis 6 ans, la diplomatie a rendu des services inestimables à notre pays en termes de sécurité, puisque nous avons mis notre diplomatie au service de notre sécurité, sur le plan économique également, parce que la diplomatie a contribué à la mobilisation des ressources extérieures. Pendant le premier quinquennat, vous savez, le montant que nous avons mobilisé pendant les 5 premières années, 3 400 milliards de francs CFA. Certes, tout n'a pas été décaissé, on a pu décaisser 1500 milliards, mais c'est 1500 milliards qui ont servi à financer l'école, qui ont servi à financer la santé, qui ont servi à financer l'initiative troisième, qui ont servi à financer les routes. Et je voudrais rappeler ici que notre ambition pour le programme de Renaissance 2, c'est d'investir, de mobiliser 8200 milliards, alors que pendant le quinquennat précédent, on avait pour objectif de mobiliser que 6200 milliards. Là, c'est 8200 milliards que nous allons mobiliser et nous avons besoin de notre diplomatie pour mobiliser les ressources extérieures afin de financer ce programme. Justement, ces offensives que vous menez, Monsieur le Président, ont permis d'attirer des investisseurs, ont permis de faire mieux connaître notre pays et ses possibilités d'investissement. Alors, qu'est-ce qui est fait pour rendre le climat des affaires plus attrayant? Alors, le gouvernement fait beaucoup pour améliorer le climat des affaires. L'année dernière, d'ailleurs, le Niger a été considéré comme étant le pays de l'Afrique au sud du Sahara qui a réalisé le plus de réformes. Et le gouvernement ne s'arrête pas, il poursuit les réformes dans beaucoup de domaines. Dans le domaine, par exemple, de la création
des entreprises, dans le domaine des facilités pour obtenir les permis de construire, dans le domaine de l'accès au crédit, dans le domaine de l'exécution des contrats. Vous savez que pour la première fois, nous avons créé et mis en place un tribunal de commerce ici à Niamey. Ça facilite donc l'exécution des contrats dans le domaine du commerce transfrontalier, dans le domaine de la fiscalité. Dans beaucoup de domaines, des réformes sont en train d'être mises en œuvre afin de créer les conditions d'une amélioration du climat des affaires, afin d'attirer les investisseurs et d'encourager les investisseurs nationaux. Monsieur le Président, deux grandes polémiques ont cours actuellement dans notre pays. L'une est relative à une supposée vente frauduleuse d'uranium et la seconde porte sur la saisie de biens immobiliers dans l'affaire Africard. Monsieur le Président, quel commentaire vous inspirent ces deux affaires? Écoutez, par rapport au premier aspect de votre question, je vous renvoie à l'intervention du ministre des Finances. Et en plus, comme vous le savez, l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Par rapport au second volet de votre question, c'est une question qui est pendante devant les tribunaux. Je n'ai pas l'habitude de commenter des questions qui sont pendantes devant les tribunaux. Monsieur le Président, un autre phénomène inquiétant reste des agissements de l'opposition et d'une partie de la presse qui appelle à la démission et, pire que Dieu nous en garde, à l'assassinat du président de la République. Ça fait froid au dos, Monsieur le Président. Écoutez, je pense que la meilleure façon, je dirais, de se consoler de la méchanceté de certaines personnes, c'est de s'efforcer à faire du bien. Moi, je m'efforce de faire du bien. Et c'est la meilleure façon de contrecarrer la méchanceté de certaines personnes. Monsieur le Président, vous êtes l'un des premiers chefs d'État à signer la déclaration de la montagne de la table. Et ce, malgré la réticence de nombre de vos proches qui vous prévenaient que ça ne pouvait être qu'une licence à tout faire. Aujourd'hui, avec les dérapages de certains éléments de la presse, éprouvez-vous quelques regrets d'avoir pris cet engagement? Je n'éprouve aucun regret parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas de juste milieu entre la liberté totale de la presse et la suppression totale de cette liberté. C'est dommage que cette liberté soit peut-être mal utilisée par ceux qui en bénéficient, par les journalistes. Et malheureusement, en utilisant mal cette liberté, ils démontrent qu'ils n'ont pas du respect pour leurs lecteurs. Je fonde l'espoir qu'ils vont se ressaisir, et qu'ils vont se conformer à l'éthique et à la déontologie de leur métier. Monsieur le Président, votre main tendue à tous les Nigériens pour œuvrer ensemble à la construction du pays, ce qui a toujours été une constance chez vous, même avant d'accéder à la magistrature suprême. Cette main tendue semble enfin être comprise par notamment le MNSD qui a accepté de venir au gouvernement. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette décision de l'une des plus grandes formations politiques de travailler à vos côtés? Vous avez raison. Depuis 1999, j'ai toujours dit qu'il faut qu'après l'élection présidentielle, le vainqueur rassemble. Parce que j'ai la conviction que notre pays est très fragile. Et en plus, c'est que ces dernières années, nous faisons face aux défis sécuritaires. Donc c'est le lieu pour moi de saluer la hauteur de vue de M. Seynou Omar et de ses camarades qui ont accepté cette main qui leur a été tendue et qui a été tendue à l'ensemble de la classe politique. Donc je les félicite de la même façon que je félicite aussi l'ensemble des leaders de la majorité pour la contribution qu'ils apportent à la stabilité du pays.
Monsieur le Président, c'est peut-être un peu prématuré de ma part de vous poser cette dernière question, mais je n'arrive pas à me maîtriser. Dans beaucoup de pays africains, la tendance est à la trituration des constitutions pour demeurer au pouvoir. Monsieur le Président, n'êtes-vous pas tenté de céder à ce chant de sirène? Sinon, avez-vous déjà identifié un dauphin? Écoutez, moi je suis un démocrate dans l'âme. Je suis un démocrate dans l'âme. Et en plus, je n'ai pas cette arrogance, fort heureusement pour moi, de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Le Niger a besoin d'institutions démocratiques fortes. Et pour que nos institutions démocratiques soient fortes, il faut qu'il y ait une respiration démocratique avec des alternances. Et c'est pour cela, ma plus grande ambition, une de mes plus grandes ambitions, c'est d'organiser en 2021 des élections libres et transparentes et de passer le témoin à un autre Nigérien. Vous n'avez toujours pas de dauphin en vue? Je dis bien, ma plus grande ambition, c'est d'organiser des élections libres et transparentes en 2021 et de passer le témoin à un Nigérien, au Nigérien que le peuple nigérien aura bien voulu choisir. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci. C'est moi qui vous remercie.